Au secours, il y a trop de tabous sur la maternité. Et c'est OK, parce qu'aujourd'hui, justement, tu vas pouvoir en parler. Alors, pour moi, le plus grand tabou dans la maternité, c'est justement de dire que tu n'y arrives pas et d'oser dire que c'est difficile ou que tu n'es pas heureuse ou que tu n'y arrives pas. Et c'est ça pour moi le plus grand tabou parce que maternité veut toujours dire heureux, on est heureux de vivre, on est heureux d'avoir notre bébé. Et justement, si on ne l'est pas, eh ben, pour moi, c'est un tabou de le dire. Je dirais le regret de la vie d'avant. Parce que c'est vrai que notre vie avant sans enfants était quand même plus facile et que je pense que tout le monde le pense, mais on n'ose pas trop en parler. Parce qu'avoir des enfants, c'est magique, oui, oui, mais c'est aussi très épuisant. En un mot, l'allaitement. Le corps médical, on n'ose pas leur dire de ne pas venir dans la chambre, de nous laisser un peu tranquilles. Ça, c'est un peu compliqué à dire pour nous. Pour moi, ce serait les tabous autour de la dépression prépartum. Je sais qu'on commence seulement à connaître la dépression postpartum comme elle devrait être connue, mais on parle très peu de la dépression pendant la grossesse. D'ailleurs, beaucoup de gens n'osent pas parler de leur mal-être pendant la grossesse parce que ça reste assez tabou. Parce que, bon, pour les gens, la grossesse, c'est d'office synonyme de bonheur, de joie et tout, mais c'est pas toujours le cas. Je me suis complètement perdue, je ne savais plus qui j'étais. Et je pense que ce qui a été du coup une conséquence, et je pense que beaucoup de mamans l'ont ressenti ou vont le ressentir à un moment donné, c'est on s'isole d'une manière totalement automatique. On s'en rend pas compte au début, parce que peut-être la peur de déranger ou la peur de poser trop de questions, parce que on a beaucoup d'infos pendant la grossesse, mais le postpartum, enfin, après-grossesse, hormis faire les examens pour le petit bébé au début, ici et là, la sage-femme aussi elle nous aide encore peut-être les premières semaines. Enfin, en tout cas, la mienne, elle était géniale. Elle m'a aidé encore les premières semaines. Mais après, on a un petit peu laissé tout seul. Et là, on va commencer à s'isoler. On va commencer à se poser beaucoup de questions. On va commencer à se remettre en question aussi. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours vécu avec la tête dans le futur. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui, à un moment donné, réussit à se poser dans le moment présent. Et là, le fait d'avoir le rôle de maman, forcément, ce n'est pas un rôle où il faut penser derrière, donc dans le passé, et pas non plus un rôle où il faut penser dans le futur. C'est un rôle moment présent. Et ça, pour moi, ça m'a complètement déstabilisée. Je me suis isolée parce que j'avais un peu honte de me rendre compte que je ne savais pas vivre le moment présent. En plus de ça, j'avais plein de questions par rapport à la maternité. On me répondait plein de choses, mais voilà, je me perdais un petit peu et tu peux avoir plein d'avis, de médecins même, ou de sages-femmes, ou n'importe, ou même des mamans. Si tu prends une décision où tu vas essayer une technique et qu'une autre personne en face, c'était pas sa technique ou c'est pas sa manière de penser, bam, tu es jugé. Ou on va te le faire remarquer que tu fais potentiellement une erreur ou que tu vas pas dans le droit chemin. Et donc, du coup, tu te mets à hésiter encore plus. Donc, le rôle de maman qui prend beaucoup de temps et au final, celui aussi qui te fait remettre le plus en question parce que tu ne te connais pas toi en tant que maman. Et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que ça a fragilisé tous mes autres rôles. Amis, même au sein du couple, à nouveau, heureusement. Je pense que c'est ça qui me sauve aussi aujourd'hui. C'est que j'ai quelqu'un avec qui je vis qui est génial. C'est pas le plus empathique, c'est pas le plus émotionnel, mais il exprime son amour à sa manière. Et je sais que qu'importe ce que je fais ou dans quelle direction je vais, si je me perds, voilà, je sais que je peux compter sur lui. Ça a été vraiment mon pilier encore aujourd'hui dans mon burn-out. Mais c'est vrai que pour le reste, les autres rôles, les amis, j'ai commencé du coup aussi à moins sortir. Sortir en s'entend un petit bowling, un petit resto, un petit verre entre copines. Ça a diminué parce que forcément, jeune maman, on s'occupe des petits bouts de chou. Donc ça a commencé à diminuer et tu te rends compte que les copines vont peut-être aussi moins demander. Pas par malveillance à nouveau, mais tout simplement parce qu'elles savent qu'on est occupé. Ou peut-être qu'après 2-3 non, elles n'ont plus envie de poser non plus la question. Et c'est OK. Mais c'est vrai qu'on commence à se poser des questions aussi si on est... moi, du coup, je n'aime pas décevoir. Ça, c'est un gros problème que moi j'ai. Où je travaille maintenant aujourd'hui dessus et ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, donc je parle d'il y a un an et demi, c'était très dur pour moi. J'étais confrontée à moi-même et je voyais ça comme des erreurs ou des échecs. Et ça m'a fait m'isoler
de plus en plus. Et là, j'ai repris le travail après 3-4 mois à la maison avec ma fille. Et là, ça a commencé vraiment à descendre crescendo. Parce que du coup, moi aussi, j'avais quelques petits soucis de santé. J'avais aucune autre maman ou jeune maman qui avait vécu ce que j'avais vécu non plus. Et donc, du coup, j'avais pas forcément de repères non plus sur lequel m'accrocher. Heureusement, les problèmes de ma fille, pas beaucoup de mamans non plus avaient ça, parce que ma fille a porté un harnais pendant un mois complet avec sa dysplasie. Mais elle avait, elle savait plus bouger. Donc, moi, j'étais perdue puisque je donnais le sein aussi. Donc, échec dans ma tête en tant que jeune maman, parce qu'elle savait plus bouger. Avec son torticolis, elle savait pas tourner la tête non plus. Donc, c'était un calvaire total pour lui donner le sein. Et c'est vrai que là aussi, ça a commencé à mijoter, échec sur échec. Au final, c'est pas un échec sur échec. Je le sais aujourd'hui. Mais à ce moment-là, m'étant isolée toute seule, ben, c'est ce que j'ai pensé à ce moment-là. Et ça, je trouve que c'est un gros tabou, parce que maintenant, j'ose en parler avec d'autres mamans. Depuis Chambernote, j'ouvre vraiment ma parole ou mes intuitions que j'ai eues à ce moment-là. Et je me rends compte que beaucoup de mamans l'ont vécu. Peut-être pas le même scénario que j'ai eu, mais le ressenti, le sentiment. Et elles m'ont tout indiqué aussi que c'était difficile d'en parler à ce moment-là. Et c'est dommage, parce qu'au final, on a tous eu à un moment donné, peut-être après 7 mois, enfin, en tout cas c'est ce que ma psychologue, parce que je suis suivie aussi par une psychologue tout le long de cette postpartum, et elle m'a beaucoup aidée à comprendre certaines phases de postpartum, aussi avec les hormones, parce que elle a des enfants aussi. Donc, elle m'a beaucoup aidée à travers ça. Et elle m'a dit aussi, par exemple, à partir de 7 mois, tu peux avoir dans le couple, au sein du couple, avec la fatigue, tu peux avoir des frictions qui se mettent en place. C'est pas malveillant, mais à nouveau, c'est la fatigue qui joue, ou c'est le nouveau rôle aussi du papa. Parce que voilà, on oublie souvent aussi le nouveau rôle du papa, mais même pour lui aussi, c'est nouveau. Pour lui aussi, c'est inédit. Donc, il voit sa compagne totalement sous hormones postpartum avec la chute d'hormones aussi, et on n'en parle pas non plus assez, mais là aussi pour eux c'est pas facile, et donc c'est vrai qu'on doit tenir compte de ça aussi, et c'est un engrenage, et je pense que on n'en parle pas assez, mais tous ces rôles à devoir être parfaits comme la société l'exige, en tout cas c'est ce que je m'étais fixé dans ma tête. Je voulais pas décevoir la société. Il fallait être parfaite, il fallait revenir après 3-4 mois au travail, étant parfaite en performance 120% comme on l'exige maintenant. Moi, j'ai un travail aussi qui nécessitait de beaucoup sur la route. Du coup, j'étais absente après les heures officielles de travail. Mon compagnon a pris le relais à ce moment-là, mais c'était pas facile, parce qu'on s'isole à ce moment-là du foyer. Donc ça jouait aussi un engrenage pas très facile. Donc oui, je pense l'aspect psychologique on doit, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux aussi, on voit sur les réseaux sociaux, on se dit « Waouh, allez, cette dame, elle a 4 enfants, elle gère, la maison est toujours propre, elle brille limite, elle a encore le temps d'aller faire du shopping, elle a encore le temps d'aller boire un verre avec ses copines. Et moi je suis là en jogging à la maison, j'ai pas eu le temps de me maquiller aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle fait ?» Et du coup, je me dis « j'échoue en fait. J'échoue il y a un truc que j'ai pas fait bien, du coup, j'ai pas ma routine comme il se doit. Au boulot, je donne tout au boulot, mais du coup, j'arrive pas à donner autant dans ma partie privée. » Donc, l'équilibre. L'équilibre après l'accouchement, qu'on est je pense par enfant, ça doit être encore une autre expérience de vie, parce que c'est chaque fois un nouveau membre de la famille qui prend aussi beaucoup de temps, beaucoup de place. Donc je pense vraiment ça, c'est un énorme tabou. Le rythme, et oser dire qu'on n'arrive plus à suivre. Et c'est un peu, du coup, contradictoire avec mon premier tabou. C'est un petit peu le lien que je me suis fait, et je peux comprendre que la famille, à un moment donné, n'a rien compris. C'est que quand on accouche, on veut pas. Forcément, on veut un peu s'isoler, on veut vivre dans notre petit cocon, ou notre mois d'or. Maintenant aussi, il y a de plus en plus de femmes qui font le mois d'or, où elles restent vraiment un mois avec leur petit bout de chou, sans visite ni autre. Et à côté de ça, on a besoin d'aide, parce qu'on a besoin d'être rassuré, soutenu, guidé. Donc c'est difficile d'indiquer à notre monde extérieur quel rythme à ce moment-là, à ce moment précis, on a besoin. C'est pas facile non plus de trouver un équilibre là-dedans, parce que c'est un peu yo-yo aussi, au final.
Voilà, ça c'est un petit peu... pour ça aujourd'hui, je voulais parler de ces deux tabous-là, parce qu'elles sont pour moi intimement liées. À nouveau, tout est question d'équilibre. Mais c'est difficile, je trouve, en tant que jeune maman, de pouvoir mettre des mots sur tout ça, directement. Et au final, les premiers mois, c'est tellement fatidique dans notre développement personnel, dans notre nouveau rôle, dans notre cocon familial, ça nos amis. En quelques mois, beaucoup de relations peuvent changer. Et c'est tellement important de pouvoir en parler avec les personnes en face de nous, surtout si on tient à eux. C'est pas facile. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé ça facile. Donc voilà, ça c'est mes deux gros tabous qui sont intimement liés. Mais super, merci pour ton témoignage. Et qu'est-ce qui t'aurait peut-être aidé à ce moment-là à le vivre autrement? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est... Ouais. Ouais. J'ai été aussi une des premières à être maman dans mon entourage amical, dans mon groupe d'amis. Donc là, j'avais beaucoup de soutien, mais pas forcément la compréhension, la connaissance des petits défis. Changer les pampers, ou tiens, bébé gargouille ou bébé décolique, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'était un petit peu, voilà, on ne pouvait pas forcément trouver de l'aide. Je pense, qu'est-ce qui aurait pu m'aider? Avoir un soutien aussi forcément médical, enfin pas médical, parce que c'est un peu le mot que j'utilise, mais qu'importe, ou une sage-femme, ou tout ce qui est holistique aussi. Moi, je me retourne de plus en plus sur le côté holistique parce que ça m'aide énormément sur la partie psychologique, mentale, morale. Mais quelqu'un qui peut t'accompagner, en fait, qui est là et à qui tu peux poser tes questions après l'accouchement. Parce que souvent, peut-être que j'ai mal cherché aussi, et ça aussi, c'est une question aussi qui revient souvent, mais je dois aller où? Chez qui? Qu'est-ce que je dois remplir comme papier? Est-ce que ma partie administrative est en ordre? On te laisse un petit peu seul dans ce nouveau monde, à te débrouiller, fatigué d'un accouchement, donc basse énergie, et tu dois faire tellement de choses, tu es tellement perdu. Donc je dirais quelqu'un, je ne sais pas si ça existe, ou une sage-femme, mais je sais que si je ne me trompe pas, en tout cas c'est ce que j'avais compris, la sage-femme, elle intervient jusqu'à un certain moment. Et après, une fois que on va dire, l'accouchement récent est passé, finalement c'est pour le bébé. Ça tourne beaucoup autour du bébé. Et tant mieux, parce qu'au final, voilà, en tant que maman, tous, on sait très bien que pour nous, la première chose qui passe et qui est prioritaire, c'est notre enfant, à ce moment-là. Mais qui est là pour nous, en postpartum? Les amis, les jeunes mamans, ou les mamans dans notre entourage, etc. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, à ce moment-là, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un d'externe sur qui on peut se reposer? Je sais que, par exemple, en Belgique, il y a aussi des institutions chez qui on peut aller, qui peuvent nous guider. Mais à nouveau, c'est le bébé. C'est pas la maman. Ou le papa, n'importe. Mais il n'y a pas de soutien pour les jeunes parents. En tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de trouver ça rapidement. J'ai tapé sur Google en tapant aide, j'ai pas trouvé. Heureusement, j'ai eu ma psy. Ça m'a fortement aidée. Donc, mais sinon, j'ai pas forcément trouvé de l'aide ou du soutien directement. Donc, oui, trouver quelqu'un ou une fonction ou un métier qui pourrait vraiment accompagner les jeunes mamans. Parce que pour la grossesse aussi, tu as beaucoup de soins pendant la grossesse. Mais au final, le après, il y a beaucoup moins. Ça se réduit. La liste se réduit, on va dire ça comme ça. Et quand tu sais pas où chercher, ou si tu connais pas le nom, la dénomination du métier ou autre, on s'isole très vite. On perd un peu espoir parce qu'on n'a pas le temps non plus de chercher parce qu'on est avec le petit. Donc oui, moi je dirais plus ça m'aurait aidé. Maintenant, je sais pour le deuxième, il y a plus l'expérience qui intervient, donc ça va aider aussi. Mais oui, non, effectivement. Moi, j'ai eu la chance aussi que mon compagnon avait déjà une fille, donc ça m'a beaucoup rassurée. Même si lui, il a un peu raté la phase bébé, malheureusement. Donc lui était très content aussi de pouvoir enfin vivre la partie bébé. Donc pour lui aussi, c'était nouveau. Mais voilà, il était plus calme et il était moins dans les émotions que moi. Donc il est plus rationalisé un peu plus facilement. Mais oui, je dirais vraiment trouver un soutien plus facilement pour les parents.
bébé, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Mais pour les parents, c'est pas encore, voilà, c'est pas encore tout ça. Et les réseaux sociaux non plus ne sont pas toujours une vérité absolue. Il y a tellement d'informations. Donc les sources, voilà, il n'y a pas toujours les sources mentionnées, donc on ne sait pas si c'est quelque chose de fiable ou non. Et on s'y perd plus facilement aussi. Donc si une personne peut t'accompagner, ça c'est top. Ça, j'ai pas trouvé malheureusement. Donc j'espère trouver pour la prochaine fois. Super, un grand merci. Bah oui, c'est pour ça que je m'occupe des mamans, en fait, parce que je trouve qu'on s'occupe beaucoup des bébés. Et les mamans ont besoin de prendre du temps pour elles et soin d'elles. Et je sais que leur priorité, c'est leurs enfants. Mais je leur dis toujours, mais ta priorité, ça doit être toi, parce que si tu as de l'énergie, si tu te sens bien, si tu es épanoui, eh bien, ça va aller tout seul avec ton enfant, C'est en ça. fait. Et donc, ça va commencer par soi. On me dit toujours, mais non, je suis égoïste. Mais non, c'est pas égoïste, justement, de prendre soin de soi. C'est très altruiste, puisque ça commence par nous. Ça commence par nous, parce que les bébés, les enfants, je le dis tout le temps, sont des éponges à émotions. Donc, si maman n'est pas bien, si elle est en burn-out, si elle est en dépression, si elle se sent seule, toutes ces émotions-là, même si elle ne les dit pas, va se faire ressentir par son enfant. Et donc, je pense que c'est pour ça que je trouve ça très important, moi, en tant que thérapeute, de m'occuper des mamans d'abord et ça va découler, ça va découler sur les bébés après, quoi. Donc, c'est important. Et donc, c'est déjà bien que tu as eu ta psy, par rapport à ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment super important ce que tu dis. C'est vraiment dans votre entourage, il y a toujours quelqu'un sur qui vous pourrez compter, que ce soit un professionnel ou un proche. Et voilà, trouver cette personne-là et aller chercher autour de vous quelqu'un qui pourra aider. C'est vrai que moi, je suis vraiment étonnée parce que moi, je pensais, il y a l'ONE, mais c'est vrai que c'est vrai plus pour les bébés. Et je sais qu'il y a certains, comment on appelle ça, des plannings familiaux. Encore une fois, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est vrai que je suis étonnée à chaque fois des mamans qui me disent qu'elles n'ont pas trouvé le soutien à l'extérieur. Voilà, donc oui, c'est ça, aller chercher du soutien. Voilà, c'est très important. Ok, super, merci beaucoup pour ton partage, vraiment très intéressant. Je suis sûre que les mamans s'y retrouveront. Est-ce que tu as un dernier conseil pour clôturer ce podcast pour les mamans, là, par rapport à ces tabous, par rapport à tout ce que tu viens de partager? Un dernier conseil qui pourrait aider nos mamans. Merci beaucoup en tout cas. Un dernier conseil que je pourrais donner, honnêtement, Oui. qu'importe ce qui arrive, que ce soit négatif, positif, c'est OK. Aujourd'hui, j'ai appris à dire c'est OK. J'apprends à normaliser beaucoup de choses. Au début, c'est pas facile. Le lâcher prise, ça me connaissait pas du tout. Aujourd'hui, ça commence. Et je me rends compte que ma vie, mon présent, et du coup, en conséquence, mon futur, est beaucoup plus épanoui. En disant, au lieu de paniquer tout de suite, et c'est OK de paniquer, à nouveau, je dis c'est OK, mais c'est normal. On est des humains et on fait pas d'erreurs. On fait que des choses qui nous arrivent et on transforme quelque chose de constructif, mais c'est OK. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner aujourd'hui. Je ne l'aurais pas dit encore il y a 4 mois. Mais c'est important d'être gentil envers soi-même, d'être conciliant envers soi-même. Parce que au final, tant qu'on part du principe qu'on fait de notre mieux, c'est OK. Je n'aurais pas dit mieux. Parfait. Un grand merci, Aurélie. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé. N'hésite pas à mettre des commentaires si ça te parle, si tu as envie toi aussi de partager les tabous, si tu as envie de rebondir sur ce que Aurélie a dit. Et je te retrouve la prochaine fois pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, je te dis plein d'amour. À bientôt.